Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du périple maritime de Néarque, donc un compagnon grec d'origine crétoise d'Alexandre le Grand. Alors c'est un personnage intéressant parce que donc, non seulement c'est un marin, mais c'est aussi un compagnon de jeunesse d'Alexandre le Grand. Il est aussi satrape pendant un temps et il va, pendant les guerres des Diadoques, rallier la cause d'Antigone. Donc il a une carrière très riche, sachant qu'il a rédigé un récit écrit hein, de son périple, récit qui a été repris abondamment par Arrien, récit évidemment qui a disparu depuis. Alors on va revenir un petit peu quand même aux origines de ce personnage, rapidement. Donc il est né en Crète en 360 avant Jésus-Christ, à Leto, site d'ailleurs que j'ai eu le privilège de visiter il y a quelques années. Et donc c'est un compagnon d'Alexandre le Grand, un compagnon de jeunesse, sachant qu'en fait, il s'est établi à Amphipolis, donc on est là en Thrace, sous le règne de Philippe II, donc dont il est déjà en fait le conseiller. Donc Néarque est quand même un peu plus âgé qu'Alexandre le Grand. Sachant donc on a bien noté qu'il n'est grec, il n'est pas macédonien, et donc il fait partie des rares Grecs qui ont accompagné Alexandre depuis sa jeunesse jusqu'à la fin du règne. On peut citer également un personnage comme Eumène de Cardia. Donc, en tout cas, il y a une mention de lui qui est intéressante sous le règne d'Alexandre, parce qu'en 336, donc on est à la toute fin du règne de Philippe II, il est exilé avec d'autres compagnons d'Alexandre, notamment Ptolémée, parce qu'en fait, Alexandre s'est querellé avec son père à propos du mariage entre donc son demi-frère Aridée, hein, le futur Philippe III, et la fille d'un satrape de Carie, si je ne m'abuse, qui s'appelle Pixodaros. Donc bref, en tout cas, cette mention montre qu'il fait partie du premier cercle d'Alexandre dès la jeunesse en Macédoine. Donc on suppose que Néarque a une expérience de marin, parce qu'en fait, il va être fait satrape de Lycie Pamphylie, donc très rapidement au tout début de la conquête, donc on est là en 334. Donc la Lycie Pamphylie étant une double province des côtes anatoliennes. Et après 4 années de fonction, il est rappelé vers 330, donc après évidemment la victoire finale contre Darius III, et il rejoint Alexandre en Bactriane à la tête de troupes levées en Asie mineure. Et donc il participe à l'expédition d'Inde et il obtient en 325 un titre de Navarque, mais surtout hein, Alexandre va le charger, comme on voit sur la carte, de remonter, on va dire, l'océan Indien vers le golfe Persique, hein, en clair, de partir de l'embouchure de l'Indus jusqu'à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate. C'est évidemment le cœur de notre sujet. On y reviendra évidemment tout de suite après. Donc, après ce voyage, Alexandre le charge en fait de mener l'expédition maritime vers la péninsule arabique, quand Alexandre meurt en juin 323, donc cette expédition ne verra jamais le jour. Alors Néarque est présent lors du banquet fatal à Alexandre, et on rappellera donc qu'il est l'un des Grecs de plus haut rang parmi les compagnons d'Alexandre. Hein. Quand je dis grec, c'est en tout cas non macédonien. D'ailleurs, preuve en est, hein, lors des noces de Suse, donc en 324, il épouse la fille de Barcine, qui elle-même avait été un temps la maîtresse d'Alexandre. Et d'ailleurs, après la mort d'Alexandre, il va tenter en vain de faire reconnaître un dénommé Héraclès, le fils illégitime d'Alexandre et de Barcine. Donc voilà, je ne vais pas insister sur les querelles dynastiques, mais en tout cas, pendant les guerres des Diadoques, il prend le parti d'Antigone le Borgne, il devient l'un de ses hommes de confiance, et participe à la lutte contre Eumène de Cardia, hein, donc de 321 à 316. Et il devient par la suite le conseiller du fils d'Antigone, donc Démétrios, hein, le futur Poliorcète, en Syrie. Et il participe probablement, aux côtés de Démétrios, à la bataille de Gaza, qui est perdue face à Ptolémée en 312. Donc on ignore la date exacte ainsi que les circonstances de sa mort,
mais on peut supposer qu'il se soit retiré afin d'écrire le récit de son périple maritime que l'on va tout de suite développer. Donc on est là au printemps 325. Alexandre vient de faire la conquête de ce que les Grecs appellent l'Inde, mais bon, en clair, c'est le Pendjab pakistanais. Alexandre a vaincu, à l'issue d'une grande bataille, le roi Poros. Et face à l'hostilité de ses soldats quant au fait de poursuivre plus à l'est, Alexandre se résout à descendre la vallée de l'Indus jusqu'à l'embouchure, donc à Patala. Donc je vous épargne les détails de la fin de la campagne d'Alexandre, il y a d'autres vidéos à ce sujet. Enfin, en tout cas, voilà, Alexandre arrive à Patala en 325, sachant que le roi de Patala s'était rendu même sans combattre face à l'arrivée de l'armée macédonienne, et que le roi avait bien pourvu en termes d'approvisionnement. Enfin voilà, il avait soutenu de manière logistique l'armée d'Alexandre. Donc là aussi, je vais assez vite là-dessus, mais bon, Alexandre, lui, a choisi la route terrestre, à savoir la traversée par le désert de Makran, donc on est en Gédrosie, sud du Pakistan actuel, tandis que Cratère, lui, est chargé d'une route plus septentrionale. Donc il faut bien voir une chose qu'on a peut-être parfois tendance à oublier, mais c'est que le périple de Néarque a aussi pour objectif d'approvisionner le convoi terrestre, hein, chose qui n'arrivera pas, on y reviendra. Donc en tout cas, donc Néarque est secondé par Onésicrite, qui est un personnage aussi qu'on connaît bien parce que il va, donc c'est un compagnon d'Alexandre, un géographe, on pourrait dire. Il va rédiger ce qu'on appelle l'Alexandropédie, pardon, qui est perdue, mais qui sera reprise par Arien dans l'Anabase, donc qui fait figure d'une source assez fiable. Et donc il est, Néarque et Onésicrite sont chargés de piloter une immense flotte de 120 navires, transportant tout de même près de 10 000 hommes. Alors on pense d'ailleurs qu'il y a des équipages très hétérogènes, aussi bien des Grecs, des Macédoniens, des Asiatiques, des Phéniciens. Et le but en fait d'Alexandre, donc non seulement de manière secondaire de pourvoir à l'approvisionnement du convoi terrestre, mais c'est surtout d'ouvrir le commerce entre l'Inde et la Mésopotamie, et d'établir une nouvelle voie maritime entre l'Indus et le golfe Persique. Alors, il s'avère que les embarcations utilisées sont de grande qualité et sont d'inspiration phénicienne et chypriote. Il ne s'agit pas de navires typiquement grecs. En effet, Alexandre a amené en Inde des constructeurs chypriotes, ceux-là même d'ailleurs qui ont construit les bateaux qui lui ont permis de descendre le cours de l'Indus en 325. Alors, sauf le problème, c'est qu'il y a des vents de mousson, on est là en pleine période des moussons, donc on va dire fin de l'été 325, et donc ça va retarder d'un mois le départ de la flotte. Donc elle part un petit peu en décalé par rapport à Alexandre et à Cratère. Et donc on voit bien sur la carte, elle va longer les côtes de la mer d'Érythrée, donc c'est l'actuelle mer d'Arabie que l'on voit ici, pour rallier l'embouchure de l'Euphrate. Alors ils explorent le rivage avec minutie. D'ailleurs, ce qui me fait penser, c'est que les Grecs vont voir à Patala pour la première fois des grandes marées, parce que les grandes marées sont quasiment inconnues des Grecs, en tout cas des Méditerranéens. Et donc voilà, le rivage est exploré avec minutie, et les marins voient pour la première fois d'ailleurs des baleines. Alors, ils sont confrontés à plusieurs tempêtes et à la sécheresse des rivages qui empêche l'approvisionnement notamment en eau, et ils souffrent donc durement de la faim et de la soif. Alors du coup, Néarque en fait craint des désertions, et il craint aussi l'hostilité des tribus de la côte qu'Alexandre d'ailleurs a affronté, qu'on appelle les Aurites. Et donc, craignant cela, eh ben, il va maintenir en fait la flotte à la mer jour et nuit, craignant les désertions. Alors le littoral de Gédrosie s'avère extrêmement pauvre. Bon, je ne reviens pas sur la terrible traversée qui a coûté des milliers d'hommes, donc la traversée faite par Alexandre. Mais en tout cas, voilà, le littoral de Gédrosie est extrêmement pauvre et peuplé de ce que les Grecs appellent des ichthyophages, en clair des mangeurs de poissons, donc d'humbles pêcheurs. Et la côte est trop pauvre pour ravitailler la flotte. Quant aux dépôts de vivres en fait laissés par Alexandre, ils ont été pillés par les peuplades locales, donc les Aurites,
ou alors ils sont situés trop loin à l'intérieur des terres, et comme on l'a dit, Néarque craint les désertions et donc préfère rester sur la côte. Alors après 80 jours de navigation, et plus de 1300 kilomètres parcourus, la flotte arrive là ici au détroit d'Ormuz. Et là, en fait, on est là donc en Carmanie. Euh, Néarque va en fait faire une pause, hein, pour ainsi dire, et rencontrer, aller au devant d'Alexandre. Et là, Alexandre en fait est transporté de joie parce qu'il croyait la flotte perdue. Donc c'est une divine surprise pour Alexandre. Donc après ce rendez-vous, pour ainsi dire, le périple de Néarque repart donc par le golfe arabo-persique, donc jusqu'aux bouches de l'Euphrate, et s'use est rallié, on voit ici même, hein, en début 324. Alors là, le souverain le reçoit et lui donne de grandes récompenses, et notamment une couronne d'or, hein, comme d'ailleurs Héphaïstion, Léonatos et aussi Onesicrite, hein, le compagnon dont on a parlé. Ces officiers étant récompensés pour avoir organisé le retour d'Inde. En tout cas, voilà, ce récit est resté dans la, en tout cas, ce périple est resté dans la postérité parce que voilà, ça montre tout le génie marin des Grecs, ou en tout cas leur appétit d'exploration. Sachant qu'Alexandre n'a pas pu aller au bout de ses idées, mais notamment il voulait, on l'imagine, enfin en tout cas explorer toutes les côtes d'Arabie. Il avait aussi envoyé d'ailleurs des missions en mer Caspienne, hein, ce que les Grecs appellent la mer Hyrcanienne, mais certains de ces projets n'avaient pas pu être menés à bien après sa mort, donc en 323. En tout cas, donc Néarque a pris le temps de faire le récit de son voyage, et en complément de celui d'Onésicrite, ce récit a très largement inspiré Arien. Donc déjà dans l'anabase pour ce qui est, en tout cas pour Onésicrite, hein, pour ce qui est la campagne d'Inde, mais surtout donc ça a inspiré Arien dans sa description de l'Inde, un ouvrage qui fait figure en fait de complément à l'anabase, hein, donc ça s'appelle Indica en grec. Et Néarque sert aussi de source à Strabon dans sa géographie, donc au livre 15, même si Strabon considère qu'il affabule parfois, mais enfin il dit ça un petit peu sans preuve. Donc en tout cas, Arien est très fidèle au journal de bord de Néarque, hein, et il narre avec beaucoup de précision les aventures des marins d'Alexandre, victimes de la chaleur, de la faim, de la soif, effrayés par les baleines et étonnés par les mœurs alimentaires des ichthyophages. Alors ce récit d'ailleurs a été confirmé par les navigateurs modernes, et Néarque est donc considéré comme l'initiateur de la partie orientale de la route maritime, des épices, de l'encens, des perles et des pierres précieuses, que suivent plus tard les navigateurs mésopotamiens, puis byzantins, arabes et indiens. Donc voilà pour ce périple de Néarque. J'espère que cela vous a intéressé. Je vous dis à bientôt.